Effectivement, après plusieurs années à participer puis organiser ce séminaire, je suis toujours enthousiasmé de découvrir à chaque reprise un programme fourni et varié, et une nouvelle thématique surtout tous les ans. Alors, suivant nos disciplines respectives, les champs explorés touchent à la fois à la culture matérielle, mais aussi aux phénomènes qui les accompagnent, que ce soit toujours dans une perspective holiste et un esprit d'ouverture. Alors, la thématique choisie pour cette année, moi, je l'aime bien parce que ça aborde les sujets que j'affectionne, comme l'alimentation, et du coup, l'importance des céréales et tubercules dans cette dernière, mais aussi les transitions, qui révèlent souvent des mouvements de fond plus importants au cœur des sociétés. Alors, c'est pourquoi, outre des spécialistes des plantes, d'autres chercheurs travaillant sur la faune ou des anthropologues férus d'histoire et de culture alimentaire présenteront leurs travaux durant les prochaines séances. La conclusion se voudra, je l'espère, enrichissante, et je n'en doute pas. Alors, je parlerai aujourd'hui d'une céréale particulière, et je serais curieux de savoir qui a récemment consommé de l'orge, sous une forme ou une autre. Bon. J'avais prévu que ce nombre serait très restreint, voire nul, car même si le mot orge nous parle à tous, cette céréale est aujourd'hui peu consommée en France. Cette situation est due à une combinaison de facteurs économiques et culturels, mais aussi environnementaux et alimentaires en lien avec la globalisation. Alors, dans cette situation, cette situation contraste avec la diversité des produits à base d'orge, actuellement vendus en France, et qui souvent promeuvent une alimentation saine et naturelle. Alors, les grains d'orge peuvent être consommés sous forme d'orge perlée, mondée, utilisés dans des salades, des potages ou en accompagnement, offrant une alternative nutritive aux autres céréales. De plus, l'orge peut être transformée en farine pour diverses préparations culinaires et peut être torréfiée pour servir de substitut, par exemple, au café. Elle est également reconnue pour ses bienfaits nutritionnels, notamment sa richesse en fibres, vitamines et minéraux contribuant à une alimentation saine. Le jus de jeunes pousses d'orge peut même être consommé pour des vertus anti-inflammatoires et détoxifiantes pour les joggeurs. Alors, je parlais surtout aujourd'hui de la domestication de l'orge et de son origine, mais aussi des multiples possibilités alimentaires qu'elle a offertes et offre encore aux populations. De par mes intérêts personnels, j'ai travaillé sur la bière, qui est, comme vous le savez, souvent produite à partir d'orge maltée. Mais aujourd'hui, que représente l'orge en France dans la filière céréalière? Alors, d'après des données récentes, là vous voyez quand même bien sur l'écran, la production céréalière dans l'Union européenne, il y a le blé tendre, qui est en première position, l'orge et le maïs. Et tout ceci représente 85% de la production. Donc nous, on est dans la région Grand Est. C'est la première région céréalière de France, avec 1,3 million d'hectares destinés aux céréales et 9,6 millions de tonnes de production. Alors, l'orge représente quand même une grosse part, à 11,4 millions de tonnes, juste après le blé tendre. La majorité des céréales françaises sont exportées, soit sous forme de graines, soit sous forme de produits transformés. 1,2 million de tonnes d'orge est employée annuellement à la nourriture des animaux, contre 4,4 millions de tonnes pour le blé et un total de 8,7 millions de céréales. Et pour l'alimentation humaine, près de 0,3 millions de tonnes de céréales sont employées en matière première, principalement en malterie, donc l'orge maltais, pour produire de la bière. Environ 2,2 millions de litres par an. Donc l'importance de l'orge dans la géopolitique mondiale est indiscutable, mais qu'en était-il aux périodes anciennes? Alors pour présenter brièvement la taxonomie de l'orge, parce que c'est pas évident, hein. Bon, je reprends des choses assez simples, le déroulé. Donc on appelle l'orge de manière générale Hordeum vulgare, donc elle est de la famille des Poaceae, tribu des Triticale. Donc il s'agit d'un taxon diploïde qui en fait contient un nombre double ou pair de chromosomes. Donc l'orge est connue sous plusieurs formes. Donc on a sa forme à deux rangs, Hordeum vulgare distichon, à fruits latéraux stériles et de forme à plusieurs rangs portant des fruits latéraux fertiles, Hordeum vulgare. On a environ 200 variétés botaniques qui sont incluses dans le groupe domestiqué. Donc en fait, les espèces d'orge sont consanguines et se reproduisent environ à 99% par autopollinisation, le croisement étant favorisé par un environnement frais et humide, probablement en raison de la viabilité accrue du pollen dans de telles conditions. Alors l'orge est l'une des premières céréales cultivées par l'humanité, et son histoire est riche en diversité botanique et culturelle.
Alors voici les principaux types d'orge qui ont marqué son évolution. Donc on connaît l'orge sauvage, Ordium vulgare spontaneum, donc qui est en fait la forme ancestrale de l'orge domestiquée. On la trouve encore aujourd'hui dans les régions du croissant fertile. Et ses grains sont vêtus, c'est-à-dire entourés de glumelles qui restent adhérentes en fait après le battage. Les épis se fragmentent spontanément pour permettre la dissémination naturelle des grains. Donc on verra que ça a son importance dans la domestication. Et la croissance est adaptée aux environnements arides et aux sols pauvres. Elle est la source génétique pour la domestication, utilisée par les premiers agriculteurs néolithiques. Donc cet orge sauvage présente une amplitude écologique importante, une répartition géographique également considérable, plus large que les blés sauvages. Les habitats primaires de l'orge diffèrent de ceux des blés, l'orge sauvage apparaissant dans les habitats plus secs, s'étendant jusqu'aux steppes et au désert le long des oueds. Pour ce qui est de l'orge domestiquée, donc Ordium vulgare, c'est une des variétés les plus connues. Elle est issue de la sélection de la domestication de l'orge sauvage, il y a environ 10 000 ans. Donc ces épis sont non fragmentants, ce qui facilite la récolte. Donc les graines en fait ne tombent pas directement au sol. Les graines sont généralement vêtues, bien que les formes nues aient aussi émergé. Elle est également adaptée à des climats variés, tempérés, froids, arides, et a été cultivée dans des systèmes agricoles diversifiés de l'Antiquité à nos jours. L'orge domestique a un cycle végétatif plus court que le blé. Elle est plus résistante au stress, dû à l'augmentation, par exemple, de la salinité et de l'aridité. Alors, les variétés les plus connues, donc c'est l'orge à 2 rangs. Les épis ne portent qu'une rangée fertile d'épis de chaque côté du rachis, donc vous avez l'image au centre, ce qui donne 2 rangs de grains. Les grains sont gros et uniformes. Ils sont adaptés à la production de malt. Donc le malt, c'est de l'orge germée dont on a stoppé la germination par chauffe. Par exemple, pour la bière ou le whisky. C'est une orge très répandue dans l'Antiquité, notamment en Égypte, en Grèce, à Rome. Elle est considérée comme une variété de meilleure qualité pour la fabrication des boissons alcoolisées. En effet, 2 récoltes sont possibles dans l'année. Cette orge pousse en hiver et en été. De plus, la germination de ces grains est rapide, ce qui a son importance dans le processus du brassage. Alors l'orge à 6 rangs, Ordium vulgare hexastichum, ici tous les épis et des épis sont fertiles, produisant 6 rangées de grains qui sont plus petits et irréguliers que ceux de l'orge à 2 rangs. Elle est cultivée depuis le néolithique dans les régions où le rendement était prioritaire sur la qualité et a été principalement utilisée pour l'alimentation humaine, pain, bouillie et animale. Elle est adaptée aux zones où les conditions climatiques sont rudes, comme les hauts plateaux du Tibet. Alors on peut déjà faire une différenciation entre l'orge vêtue et l'orge nue, j'en ai déjà parlé. Donc l'orge vêtue, en fait, les grains sont enveloppés, comme vous le voyez, dans des glumelles après le battage. Et cette variété est typique des espèces traditionnelles et sauvages, plus résistantes aux maladies et aux conditions environnementales difficiles. Pour l'orge nue, les grains se détachent facilement des glumelles, et certaines variétés ont été sélectionnées pour faciliter la mouture et la consommation. Elle est plus utilisée dans l'alimentation humaine et animale dans les régions d'Asie et d'Afrique. Alors, les raisons de cultiver de l'orge vêtue ou nue dans le passé peuvent être trouvées dans la technologie agricole ancienne. On peut considérer que si l'orge nue peut être moins exigeante en main-d'œuvre pendant le battage, l'orge vêtue présente l'avantage d'une plus grande résistance aux parasites et aux dommages pendant le stockage. Donc, on a un intérêt, on y gagne un peu un intérêt pour le stockage et permettre de faire la césure, par exemple, l'hiver. Alors, si on regarde un peu l'évolution de l'orge sauvage à l'orge domestiquée. Alors, l'orge vulgare compte parmi les premières espèces domestiquées dans le croissant fertile. Plusieurs indices de domestication peuvent être distingués au niveau de la plante, comme la taille des graines, le type de rang, l'aspect vêtu ou non de la graine. Mais un indice important est la déhiscence du rachis. Il constitue le premier facteur limitant de l'efficacité de la moisson, en causant des pertes de grains parfois considérables, mais permet de propager l'espèce. Afin de disposer d'une espèce domestiquée, il convient de supprimer ce phénomène. Ce rachis, apparemment, se met en place tardivement dans l'histoire des cultures, la culture des céréales. C'est pourquoi la domestication, en fait, a pris du temps, environ un millénaire.
Les recherches génétiques confirment qu'il existait un gène, qu'on nomme BR, dont les allèles récessifs entraînent la fragilisation du rachis. Donc vous le voyez sur la planche, il y a des rachis qui sont moins fragiles que d'autres. Et il aurait été donc possible de recueillir quelques épis non déhiscents et de semer les graines sur de petits lopins de terre, donc des essais aussi ont été faits, pour espérer obtenir d'emblée de l'orge ayant franchi cette étape de domestication. Alors Vavilov, à qui est dédié ce séminaire, avait proposé 2 ou 3 centres de la diversité pour l'orge dans la région géographique du croissant fertile septentrional, l'Anatolie orientale historique s'étendant jusqu'à la Syrie-Palestine, l'Arménie et la Perse occidentale, et dans les zones montagneuses d'Asie orientale, Tibet oriental historique, l'Himalaya oriental jusqu'au Japon. Alors des études génétiques plus récentes sur l'orge moderne suggèrent au moins 2 régions différentes dans le Proche et Moyen-Orient, donc là je vous ai mis les cercles, dans lesquelles les événements de domestication ont eu lieu, l'une au Levant et la seconde en Iran ou plus à l'est, qui ont évolué environ 2000 ans plus tard. C'est sûrement l'aspect extrêmement polymorphe au niveau de la morphologie et de l'écologie de l'orge sauvage qui pourrait expliquer les découvertes proposées par la génétique de multiples centres de domestication de cette céréale. Ainsi, à titre d'exemple, 2 zones de sélection anthropogénique semblent être survenues au Levant. Pour ce qui est des phénotypes à épis solides, donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, des orges de type qu'on appelle BTR1, qui paraissent avoir émergé dans le sud du croissant fertile, puis des types BTR2 dans le nord-est, dont dérivent d'ailleurs les orges diffusées en Asie centrale. Alors, diverses caractéristiques de l'orge, comme une valeur calorifique élevée, avec des glucides, des rendements élevés par pied et des cycles de reproduction courts, tout comme une certaine rusticité et des dispositions pour le stockage, ont rendu cette céréale finalement attractive. Au départ, c'est l'orge sauvage qui est connu sur les sites archéologiques. Au Paléolithique, sur la diapo, les plus anciens sites ayant livré de l'orge sauvage sont la grotte de Kebara, en Paléolithique moyen en Israël, et de Shanidar III dans le nord de l'Irak, environ à 60 000 et 44 000 ans avant Jésus-Christ. Sur le site préhistorique d'Ohalo II, l'orge sauvage vêtue à 2 rangs a été exploitée entre 23 000 et 19 000 ans. Donc ça, on a pu le voir à la fois sur les traces sur les meules, avec les traces en fait d'amidon d'orge. On a trouvé également des graines, mais on a plusieurs facteurs qui indiquent qu'on consommait déjà de l'orge sauvage. Alors, à l'épipaléolithique, donc là on est vers 14 000 avant Jésus-Christ, sur des sites de la culture natoufienne dans le Levant méridional, on retrouve également de l'orge sauvage sur des sites comme Wadi Amé et la grotte de Ayomin. Sur les autres sites du nord de la Mésopotamie, c'est l'engrain sauvage aussi qui prédomine, qu'on consommait, et on consommait également du seigle, à Tel Abou Ouirera. Donc il n'y a jamais en fait une seule céréale qui est vraiment consommée sur les sites. On peut avoir des préférences selon les secteurs, parfois 2 céréales, une céréale, et ça va évoluer dans le temps. Par exemple, à la période qu'on appelle pré-poterie néolithique, donc avant l'invention de la poterie, donc la période A, qui date de 9500 à 9000, le nombre de sites est réduit comparé à la période suivante, du pré-poterie néolithique B, 9000, 7000 environ. C'est entre ces 2 phases qu'une rupture semble se dessiner, avec la mise en place sur certains sites d'aires de stockage, de grandes meules, et de moyens plus développés pour, cette fois-ci, des récoltes. Les témoignages de la communauté cultivatrice changent radicalement au cours du néolithique pré-céramique B, lorsque les céréales domestiquées phénotypiquement deviennent plus fréquentes et que des cultures entièrement domestiquées sont mises en œuvre au cours des phases suivantes. Donc là, vous avez par exemple sur la figure une carte de répartition des différentes céréales employées. Comme vous le voyez, avec les petits camemberts, on se rend compte que sur certains sites du Nord, comme à Mourebet, on consommait apparemment plus d'engrain que d'orge, et inversement, dans le Sud, on pouvait consommer plus d'orge avec des parts plus réduites d'engrain, alors que par exemple au Nord-Est, là, à Keyonou, on consommait à peu près chaque céréale de manière à peu près équivalente. Donc vous voyez aussi, on commence à construire des greniers qui sont à la fois, qui peuvent être en terre crue, en terre cuite également. Donc là, c'est sur le site de Sataluyuk,
donc avec des conditions de conservation assez exceptionnelles, qu'on n'a pas forcément en Europe. Et il est communément admis que si la forme domestiquée de l'orge à 2 rangs apparaît au tout début de l'agriculture, les formes à plusieurs rangs apparaissent un peu plus tard, y compris l'orge à 6 rangs, comme je vous l'avais montré sur les photos. Les premières orges, en fait, domestiquées sont datées de 9500 à 8000, que l'on trouve sur des sites comme Tel Abou ou Irera, Tel Aswad, Jarno ou Ali Koch. Et celles-ci étaient à 2 rangs. Les premières orges domestiquées à 6 rangs sont documentées un peu plus tard sur les mêmes sites. Donc en fait, on a une pérennité des sites aussi, on a les changements de domestication et de culture. Et donc, on a par la suite des orges à 6 rangs. Et beaucoup plus tard, vers 7000, 6000, les orges à 6 rangs sont devenues dominantes sur certains sols alluviaux en Mésopotamie et en basse vallée du Nil. La dispersion vers le Tibet a été datée de la période néolithique tardive tibétaine, vers 6000, 4500 avant notre ère. Et l'adoption initiale de l'orge est censée avoir permis aux agriculteurs de compenser les déficits d'autres cultures, comme le mil, pendant aussi des périodes anormalement froides ou des zones d'altitude. Alors pour ce qui est de la dispersion de l'orge en Europe, parce que ça nous intéresse finalement aussi, dans nos contrées, comment s'est déplacée cette céréale, en fait elle a suivi les différents courants des néolithisations d'est en ouest. 3 grandes séquences peuvent être distinguées, donc l'extension du néolithique précéramique B, dont on avait parlé, du croissant fertile dans les territoires situés dans son ouest immédiat, et un peu plus tard, au sud, vers l'Égypte. Une seconde phase d'extension rapide en direction de la sphère égéenne s'est faite par la suite. Une troisième période de diffusion ouest de la Méditerranée et sur les côtes atlantiques jusqu'au détroit de Gibraltar. Donc après cette dispersion, l'orge et d'autres céréales sont cultivées en Europe au néolithique. Pendant cette période, y compris dans l'est de la France, de manière générale, les céréales les plus consommées étaient principalement l'épeautre, donc Triticum spelta, le blé amidonnier, le Triticum dicocum, le blé en grain, Triticum mononocum, et l'orge, Hordeum vulgare. Alors il s'agit bien sûr d'une image générale des régions spécifiques en Europe ayant cultivé et consommé des céréales différemment. En Europe de l'Est, par exemple, les espèces cultivées qui étaient bien représentées au néolithique ne sont présentes que de manière sporadique dans les sites postérieurs de la culture de la céramique linéaire ancienne, alors qui date de 3000-2000. Donc les chercheurs travaillant sur ce secteur interprètent ce changement par des adaptations des agriculteurs aux conditions climatiques de l'époque. Donc on faisait différemment avec d'autres céréales. Donc effectivement, les caractéristiques particulières de l'orge peuvent être considérées comme favorables au développement des technologies agricoles après l'établissement de la culture néolithique. Sa maturité et ses récoltes précoces, ainsi que sa tolérance générale au stress, constituent cette base idéale pour les systèmes de culture intercalaire et de rotation des cultures, contribuant également à contrôler les mauvaises herbes et les maladies. Avec l'âge du bronze, de 2300 jusqu'à 800 avant Jésus-Christ, plusieurs évolutions notables sont apparues, comme une diversification des cultures. L'orge devient plus dominante dans certaines régions, comme l'Europe du Nord et de l'Ouest, probablement en raison de sa meilleure adaptation aux conditions climatiques changeantes. Les techniques agricoles s'améliorent également avec l'introduction de la charrue, permettant un travail du sol plus efficace et une augmentation des rendements. Sur les sites archéologiques, on note l'essor des greniers et des meules à bras, ce qui permet une meilleure également conservation dans des greniers, soit sur poteaux, soit enterrés, et la transformation des grains, facilitant l'accès aux ressources alimentaires. Alors, pour illustrer différents emplois de l'orge dans l'alimentation humaine, j'ai pris un exemple que j'ai trouvé dans un article tiré d'un ouvrage sur l'emploi de l'orge au Ladakh. Bon, c'est pas du tout ma région de prédilection, je connaissais pas du tout, mais j'ai trouvé ça assez fascinant et intéressant. Donc, dans cet ancien royaume himalayen. Donc, le Ladakh, c'est depuis 1947, année de la partition de l'Inde, un district d'État du Jammu et du Cachemire, État de l'Union indienne. Il est situé aux confins du nord de l'Inde, entre l'extrémité occidentale de la chaîne himalayenne au sud et à l'extrémité orientale de la chaîne du Karakorum au nord. Pardon.
C'est une zone de haute altitude, au relief accidenté, dont les sommets culminent entre 6000 et 7000 mètres. Alors là, sur les diapositives, on est plutôt dans le secteur de lait, qui est situé au carrefour de plusieurs routes, permettant des échanges entre des produits issus de l'élevage, les éleveurs du Changfang et du Ropushu, contre des céréales des populations locales. Alors je parle ici de l'orge, car c'est cette céréale qui occupe une place primordiale dans l'alimentation quotidienne. Bon, je crois que Salomé Debos parlera aussi de cette région. Principalement à partir de la farine d'orge grillée et de la bière d'orge fermentée qu'on appelle chang. Les données employées ici sont issues d'un article de Catherine Mongeau. L'orge rentre en jeu dans de nombreux échanges chez eux, pour faire des paiements divers, des prêts entre les populations locales. D'autres produits comme les légumineuses et les fruits rentrent également dans l'alimentation. Alors comme dans d'autres cultures, l'orge peut être consommée au quotidien ou lors des fêtes, des banquets cérémoniels qui ponctuent la vie des habitants dans les relations de réciprocité ritualisées. L'orge, sous différentes formes, permet de rémunérer aussi différentes personnes de différentes strates sociales. L'orge ici est semée au début du printemps, après la cérémonie du réveil de la terre et celle du premier sillon, dans des champs aménagés en terrasse, comme on l'a sur les photos, sur des pentes parfois très fortes. Plusieurs variétés sont employées, mais le nom vernaculaire générique est Nas. Catherine Mongeau, qui a bien étudié ces aspects, ne précise pas ces variétés, mais elles sont probablement très proches de celles de l'orge nue à 6 rangs du Tibet, Ordeum vulgare trifurcatum, que décrit Alain Bonjean, qui est aussi botaniste, il me semble, suite à une visite au Tibet entre Xining et Lhasa. En tout cas, le terme Nas est également employé dans ces régions. Les préparations alimentaires à base de cette orge sont proches de celles connues au Ladakh. La plante atteint les 50-130 cm de haut et les grains sont des caryopses nus. D'après des récents travaux sur l'orge, elle aurait été introduite durant le 4e millénaire dans cette région. Alors, avant de pouvoir consommer l'orge, il faut la récolter, puis battre les gerbes après séchage. Le vannage se fait par la suite en 1 ou 2 temps, et les grains sont encore une fois triés. La conservation se fait dans un silo à l'intérieur de l'habitat, mais peut aussi se faire en extérieur dans des silos creusés. C'est le cas aux Zanskars également. Pour la préparation des plats, plusieurs étapes sont connues afin de transformer les grains d'orge comme le grillage, la mouture, la cuisson dans un liquide ou l'émulsion. Les habitants de cette région font une grande consommation de bière d'orge et confectionnent également des mets de voyage facilement transportables lors des déplacements. Alors j'ai repris l'article de Catherine Mongeau et j'ai essayé, ce que je fais rarement, alors je ne sais pas si on voit bien, mais de faire une carte mentale parce que ça me paraissait à la fois bien ordonné, bien clair, mais une fois qu'on mettait à plat les données, ça montrait en fait les multiples possibilités qu'offre l'orge après une transformation en farine. Et forcément, nous, en tant qu'archéologues, on n'a jamais accès à ce type de données. Et donc, j'ai trouvé intéressant de mettre à plat, en fait, ces recherches pour vous montrer qu'en fait, à partir de la farine d'orge, on peut faire une quantité énorme de choses. Alors déjà, on peut l'utiliser des grains qui sont crus. On peut utiliser des grains qui sont légèrement grillés. Bon, ça, c'est en bleu clair, toutes les phases, les types de grains utilisés. Des grains grillés dans une poêle sur un lit de sable, des grains bouillis puis séchés avant mouture, des grains étuvés puis séchés et rillés avant mouture, et pour avoir des choses qu'on peut consommer directement, comme des grains grillés consommables. Alors moi, j'ai réfléchi à comment on pourrait trouver ces restes en archéologie. Donc on aurait forcément la farine, on ne la trouve pas. Des grains grillés consommables, on pourrait en retrouver dans des coprolites ou des choses comme ça, donc ça serait possible. Mais tout ce qui est farine, effectivement, n'aurait aucune trace. Et nous, ce qui nous resterait, ça serait soit, si on a de la chance des textes, soit effectivement tous ces outils, mais alors une poêle, ça reste une poêle. L'idée de griller des céréales dans une poêle, moi, ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Donc c'est des choses qui nous permettent aussi de réfléchir sur l'emploi des grains et surtout de se rendre compte qu'ils sont utilisés à de multiples états, soit émulsionnés, tuvés, bouillis, etc. Donc on a une diversité énorme de choses. Donc c'est cet aspect-là vraiment qui m'a intéressé. Et également pour faire de la bière. Donc là, par contre, les grains d'orge sont chauffés et mélangés à un ferment composé de plantes sauvages et de blé.
Alors là, contrairement à l'orge comme chez nous, ils ne sont pas juste chauffés. Chez nous, on les fait germer avant. Mais alors là, peut-être que la germination, en fait, se fait directement, quasiment en même temps que ça fermente. Donc, c'est encore très intéressant. Alors, comment qu'on consommait justement l'orge à la pré-protohistoire? Donc ça, c'est une autre question. Alors, il y a un programme de recherche récent, dirigé par Sultana Volamouti de l'Université de Thessalonique, qui s'appelle Plant Cult. Bon, désolé pour... Voilà, qui est maintenant clôturé et qui a permis de remettre à l'honneur l'étude de ces céréales cultivées et consommées anciennement en Europe, et en particulier dans la zone méditerranéenne. Donc là, on est plutôt dans le sud de l'Europe parce que les grains, finalement, sont mieux conservés dans ces zones-là. Donc, je présente en fait ici l'exemple du site de Archondiko, en Grèce, qui est daté de 2135 à 2020 avant Jésus-Christ, donc en fait l'âge du bronze, ancien, chez nous, et qui a livré en fait des plants de maison. Donc l'avantage aussi dans ces zones-là, c'est qu'on peut retrouver des poteaux plantés bien conservés. Donc on a des plants de maison. Donc là, vous avez par exemple la maison A, B et C. Donc tout ça, c'est bien ordonné. On aimerait bien avoir la chance de trouver de tels sites. Et par exemple, dans la maison A proviennent 46 117 macrorestes, ce qui est énorme pour un carpologue qui travaillerait à l'INRAP chez nous. Donc là, c'est une manne énorme. Et donc, les espèces identifiées sont l'engrain, l'amidonnier, l'épeautre, les blés à grains libres et l'orge. Alors, les grains de céréales dominent en fait dans ce bâtiment, notamment le blé nu et l'orge, tandis que dans certains échantillons, les glumes et les mauvaises herbes sont prédominantes, indiquant également la présence de sous-produits du nettoyage des blés décortiqués des glumes. Quant à la distribution spatiale en fait de ces concentrations d'espèces, il semble y avoir eu des grains d'orge, donc grains d'orge et blé nu, stockés séparément. Donc il y a déjà une séparation en fait des céréales dans la maison, dans des zones spécifiques de la maison et qui correspondent potentiellement à des structures ou des récipients spécifiques. Les chercheurs ont également trouvé des restes agglomérés qui ont chauffé, donc ça c'est aussi intéressant pour nous, des restes de pâtes qui ont pu carboniser, donc là c'est aussi une chance énorme, dont certaines se rapprochent de préparations alimentaires réalisées aussi expérimentalement. Donc là c'est aussi quelque chose qui paraît un peu ancien, mais qui revient en fait un peu à la mode. On avait ça avec la nouvelle archéologie, on essayait de refaire comme faisaient les préhistoriques. On avait un peu oublié ces méthodes-là, et de plus en plus on revient aussi à l'archéologie expérimentale. Donc il y a tout un volet qui est prévu dans ce programme où, comme vous le voyez, en fait, on refait des meules, on refait des cuissons, et en fait on compare avec les données archéologiques. Donc ça c'est très intéressant. Donc on a surtout des fragments de céréales qu'on a retrouvés, des morceaux de fragments, et comme je vous l'ai dit, des agglomérats, contenant des matières poreuses et des fragments de grains aussi germés. Donc on a pu certainement utiliser des mortiers, des pilons, mais des meules, mais tout ce qui est mortier pilon en bois, en fait, ne laisse plus de traces. Mais on peut être mieux adapté pour broyer, par exemple, du malt. En fait, on n'a pas besoin d'une pression un peu moins forte pour broyer du malt. Donc, les céréales transformées pourraient correspondre à une variété d'aliments, tels que le boulgour, les trachanas. Donc, c'est une pâte qui rentre dans la composition de certaines soupes. Et elle s'assimile à une semoule qu'on fait sécher basée sur un mélange de lait et de yaourt chauffé versé sur la farine complète. Les chercheurs évoquent également des plats à base d'orge grillée, comme la matzah, dont vous le voyez en bas, agrémentés d'huile de miel et d'eau. Donc on sait que ce type de galette est mentionné dans les textes homériques, donc on n'est pas vraiment au bronze ancien, on est un peu plus récent, mais c'est des types de plats qu'on aurait pu consommer sur ce site. Alors, plus au nord, en Europe en tempérée et septentrionale, des exemples de préparation alimentaire sont connus, mais bon, beaucoup plus rares. Les découvertes récentes se rapprochent de produits, comme vous l'avez vu, qui ressemblent à des pains ou des galettes. Alors là, en haut à gauche, sur le site de Zurich Parkhaus en Suisse, 2 objets en forme de pain sont datés du néolithique et ont été confectionnés sans levain, cuits au four avec des produits issus de céréales. Leur composition est hétérogène, donc on a à la fois des morceaux de céréales qui sont dans ces pains et de la farine moulue. Le fragment en forme d'anneau, en haut à gauche, était moins raffiné que le second. Il pourrait s'agir de pain plat.
Toujours dans le même exemplaire, des traces d'orge ont été détectées. Et pour le numéro 2907, à droite, un mélange de blé et d'orge a été employé. On a également trouvé le fruit du céleri. Donc bon, les chercheurs proposent l'utilisation d'un condiment pour agrémenter un peu ce pain qui devait un peu être fadasse, quoi. Donc là, c'était assez intéressant. Et donc là, ces deux aliments ont été trouvés sur le même site et ont été certainement produits au même endroit, puisqu'on a trouvé des éléments de mouture. Alors, d'autres sites ont bénéficié d'études récentes, comme celui de Thiel-Medel du Néolithique ancien aux Pays-Bas. Donc, vous voyez, on a aussi la possibilité maintenant d'aller beaucoup plus en profondeur avec les microscopes à balayage et de voir en fait au plus près même les grains d'amidon. Donc, ça devient assez fou ce qu'on peut faire. Donc là, on est aux Pays-Bas, à 4300-4000. Également en Allemagne, à Oldenburg, dans la culture des vases en entonnoir au néolithique moyen, un peu plus récente, on a trouvé également des résidus qui sont conservés dans les récipients, donc des croûtes alimentaires, ce qu'on appelle nous des caramels alimentaires, et des fragments également retrouvés dans les sédiments et les tamisages. Donc plusieurs techniques maintenant sont employées. C'est vrai que dans certains articles, on peut avoir, on a toujours la présentation générale du site des objets et puis des techniques. Alors on a parfois, quand on a les moyens, on peut y aller et puis utiliser différentes analyses. Que ce soit le spectre infrarouge, les spectromètres de masse également. On peut faire un tas d'analyses, mais après, pour l'interprétation, ça reste quand même toujours un peu compliqué. Donc en gros, on sait qu'il y avait des protéines dans les vases, ça ne nous apporte pas beaucoup d'éléments, mais là, on a réussi à Oldenburg à détecter de l'orge et de l'amidonier. À la fois de l'orge germée, ce qui est intéressant aussi, mûr ou non mûr. Donc là, c'était encore un peu plus intéressant parce que, bon, consommer de l'orge non mûre, ça paraissait un peu bizarre. Mais apparemment, d'après des exemples ethnologiques, ethnobotaniques, on sait qu'on consommait déjà des céréales crues, du blé cru, ça c'est déjà fait. Donc là, il y a des recettes qui sont proposées, comme par exemple le fréqué, qui est du blé dur cueilli vert, puis grillé. Donc c'est consommable après grillage. Donc sur le site hollandais, par exemple, le spectre des céréales comprenait 4 espèces différentes, donc 2 céréales décortiquées, l'amidonier et l'engrain, et 2 céréales à battage libre, orge nue et blé tétraploïde. Donc on a pu clairement utiliser ces céréales moulues, écrasées avant d'être cuites dans des récipients, alors pour faire soit des porridge, soit du boulgour. Alors l'exemple de l'emploi d'orge non mûre, comme je vous l'ai dit, c'était assez original. Mais c'est connu en Mésopotamie, on consommait du blé dur vert, grillé. Ça a quand même une teneur en protéines assez importante. Et donc c'est assez original. Alors pour ce qui est de la France, on va un peu parler de la France, et surtout dans nos régions, et l'âge du bronze, en fait, c'est plutôt ma période chronologique. Donc à cette période, l'orge, c'est plus une culture nouvelle, mais elle se développe fortement sous sa forme vêtue au cours de cette période, pour devenir la denrée de base dans la plupart des régions septentrionales. Elle est donc omniprésente sur les tables de cette période et a probablement servi aussi à l'alimentation animale. On oublie souvent aussi c'est qu'il n'y avait pas que les hommes, il y avait aussi les bêtes à nourrir, et c'est un peu plus difficile à quantifier. Sur les sites, on n'a pas forcément tout le cheptel qui est présent, donc faire des corrélations, ça reste assez hypothétique. Mais en tout cas, sur le site de Villiers-sur-Seine, vous avez le plan à droite, donc c'est essentiellement des structures en creux. Ce site a bénéficié d'une publication monographique. Et ici, l'orge vêtue représente l'espèce la plus courante au sein des céréales. Elle est à la fois la plus abondante, hors des zones de concentration très, très grandes, et la plus fréquente, mentionnée dans la totalité des contextes. Elle est très souvent accompagnée du millet commun, qui a une place à part dans la consommation pratiquée sur le site. On a trouvé des petites galettes aussi à base de millet. Sur ce site se sont tenus des festins saisonniers où étaient consommées viande domestique et sauvage accompagnée de végétaux. Donc ça, c'est l'étude archéobotanique qui a permis de montrer qu'il y avait beaucoup d'animaux jeunes qui ont été sacrifiés, consommés sur ce lieu en quantité assez impressionnante.
Parmi les transformations de l'orge avant consommation, le mondage du grain est une des plus courantes, quoiqu'elle ne soit pas systématique. Si le produit désiré est de la farine, on peut aussi moudre le grain non décortiqué et se débarrasser de la balle par tamisage. À Villiers-sur-Seine, la carpologue Françoise Tout-le-Monde a pu observer sur les grains recueillis dans une fosse du bronze final des profils un peu arrondis par l'abrasion. En fait, c'est un peu comme le riz, on le monde. Et pour certaines, des fissures ou un fractionnement provoqué par l'opération de décortiquage. Le grain d'orge simplement mondé garde toutes ses qualités nutritives. C'est une céréale que l'on peut accommoder de multiples façons, sous forme de grains entiers, de semoule, de farine, pour en faire des soupes épaisses, des bouillies de grains ou des pains plats. L'une des manières les plus simples et les plus communes est de faire bouillir simplement les grains à l'eau. Ils acquièrent alors une texture légèrement élastique, proche de celle du riz, et une saveur un peu sucrée. L'orge peut également être utilisée pour produire de la bière, nous le verrons. Alors, face à l'orge, ce qui est intéressant, je ne vais pas que vous parler d'orge, mais à l'âge du bronze, en tout cas, il y a une autre céréale qui fait son apparition à la période finale de l'âge du bronze. C'est le millet ou millet commun, Panicum miliaceum, qui est répandu sur les sites de cette période. Alors, lorsque les graines ne sont pas conservées, on peut détecter son composé chimique, ça c'est aussi intéressant, la miliacine, grâce à des analyses isotopiques sur les squelettes humains, animaux ou dans des sédiments. Donc, même si on n'a pas la trace archéologique de la plante, on peut essayer de voir si les personnes l'ont consommée. Donc, comme on le voit sur les photos, il s'agit d'une céréale à petits grains protégée par de coriaces glumelles, qu'il est nécessaire d'éliminer avant consommation. Donc, il y a un effort quand même qui est non négligeable pour pouvoir la consommer. Et de plus, la farine de millet est vraiment dépourvue de gluten, donc elle n'est pas vraiment panifiable, mais on peut la mélanger à d'autres farines et on peut l'employer quand même pour faire du pain. Comme pour l'orge, la façon la plus courante de consommer le millet est de le faire bouillir. On peut aussi le torréfier auparavant, afin d'améliorer le goût et préserver l'agréable texture, en fait, des petits grains ronds. Les grains bouillis, entiers ou plus ou moins finement concassés, peuvent être préparés en galettes, mélangés à d'autres ingrédients salés ou sucrés. On consommait encore dans l'ouest de la France, notamment en Vendée, le millet jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Alors, les collègues carpologues ont fait un travail sur ce millet commun. En fait, on a eu la chance d'avoir des graines brûlées qu'on a pu dater par radiocarbone. Donc, il y a quand même de fortes chances qu'elles datent en fait de la fosse d'où on les a sorties à ce moment-là. Donc, c'est quand même plus fiable qu'un charbon qui peut un peu migrer. Donc, ça a permis de faire le point sur la question. Donc, les premières découvertes du millet montrent que cette espèce n'a pas été introduite dans le nord-est de la France avant le XIVe siècle, avant Jésus-Christ. Donc, c'est quand même assez précis. Il est probable que la culture du millet ait débuté entre le XIVe et le XIIIe siècle et soit répandue très rapidement. Avant Jésus-Christ, oui. Devenu partie intégrante de la production de toutes les petites exploitations agricoles de la région. Ces observations sont également cohérentes avec le modèle chronologique proposé par un collègue, ou une collègue, je ne sais pas, Dragana Filipovic et ses collègues. Donc, le modèle montre que vers le milieu du XIVe siècle avant notre ère, la culture du millet s'est répandue en Europe centrale, tandis que les occurrences plus anciennes, dès le milieu du XVe siècle, sont enregistrées dans le bassin du Pô, dans le nord de l'Italie. Les auteurs concluent qu'il est très peu probable que le millet ait atteint l'Europe centrale avant le milieu du XVe siècle. Alors, quant au millet des oiseaux, c'est encore une autre espèce de millet. Son arrivée dans le nord-est de la France n'est pas attestée avant le XIIIe siècle. Il a probablement été introduit comme plante adventice du millet commun, donc le premier, et cultivé plus tard entre le Xe et le 8e siècle avant, quasiment la charnière avec l'âge du fer. Alors pour vous montrer un peu à quoi ressemblent les schémas et les études qu'on a quand on est archéologue et que les carpologues proposent des restitutions, en fait des synthèses de leurs travaux, je vous ai mis par exemple le tracé là de contournement de Strasbourg. Parce que sur chaque site, en fait, on a eu la chance de pouvoir, pour une fois, avoir pas mal de lots de sédiments provenant de silos, de trous de poteaux, etc. Et donc, ça donne en fait une image à l'âge du bronze qui est un peu renouvelée. Donc là, c'est Julien Witold et Emmanuel Bonner, des collègues, qui proposent en fait une première petite synthèse sur l'ouest de Strasbourg. Donc,
comme vous le voyez, même si la période est longue, donc le bronze ancien, ça a quand même de 2200 jusqu'à 800, les données sont un peu disparates. Pour le bronze ancien, on a peu de données, le bronze moyen, on en a plus, et le bronze final, on en a vraiment beaucoup plus. Donc là, c'est lié aussi à des démographies différentes. On a moins de sites du bronze ancien, plus de sites du bronze moyen, plus de sites du bronze final. Donc ça, c'est les aléas de la recherche. Mais en tout cas, au bronze ancien, l'amidonnier et l'orge polystyque nue sont souvent les céréales cultivées majoritaires, suivi de l'épeautre avec également une consommation de gland de chêne. Donc, il y a quelqu'un qui nous parlera de la consommation du gland, donc ça c'est intéressant. C'est le 26 février. Voilà. Qu'on connaissait surtout en Corse. En Corse, oui, déjà la protohistoire. Mais bon, on a pu consommer aussi dans les périodes plus septentrionales. Donc au bronze moyen apparaissent l'engrain et pour la première fois l'orge polystyque vêtue. Au bronze final, sa dernière remplace complètement l'orge nue, donc on n'a quasiment plus que de l'orge vêtue. Le millet commun, comme je vous l'ai dit, ça élargit le spectre céréalier au début du bronze final, tout comme plus tard le millet des oiseaux. Alors là, l'avantage, c'est qu'on a une polyculture de céréales d'hiver, épeautre, engrain, amidonnier, blé nu. Et l'été, on peut planter de l'orge polystyque vêtue, du millet, l'amidonnier. Donc ça, c'est perceptible à cette période-là, le bronze moyen, et ça perdure au bronze final. On a également des espèces un peu rares ou nouvelles, qu'on appelle comme par exemple le New Gloom Wheat. C'est des espèces qui arrivent aussi. C'est une espèce de blé qui arrive également au bronze final. Donc il y a vraiment une rupture qui se fait vers cette période-là, en tout cas, soit dans l'acheminement de nouvelles espèces et leur adoption par les populations qui sont dans l'est de la France. Alors j'avais dit aussi bon à boire et à manger. Bon, j'ai commencé par le manger, alors je voulais continuer par le boire. Mais bon, j'en parlerai un peu moins, parce que pour éviter les redites, je ne m'étendrai pas trop sur l'emploi de l'orge dans les boissons fermentées, parce que le sujet a déjà été traité plusieurs fois, lors des interventions au banquet, enfin aux journées consacrées au banquet cérémoniel, et lors des interventions visionnables sur la chaîne YouTube de l'association Open Archéo et sur le site des travaux d'ethnologie et d'archéologie. Parce que, comme vous le savez peut-être, il y a eu ce colloque maintenant en 2023 qui était consacré à l'archéologie et l'histoire de la bière, où on a forcément parlé d'orge. Et donc, j'en parlerai un peu moins, c'est pour ça, il me reste un peu de temps, donc c'est très bien. Je vais parler un peu de l'orge employée pour la bière et des boissons. Alors, on peut nouveau souligner qu'ici, la France est le premier producteur d'orge brassicole de l'Union européenne, ce qui n'est pas négligeable. Comme vous le savez déjà maintenant, 80% de sa production de malt part à l'export. Mais ce qui est intéressant, c'est que la malterie française est le premier exploitateur au monde de malt. Donc on est quand même assez expert en la matière. Les 20% des bières brassées dans le monde sont à partir d'orge française. La France est le 8e producteur européen de bière. Et un Français boit en moyenne 33 litres de bière par an. Alors bon, ça a augmenté récemment avec les brasseries artisanales. 33 litres. Ce qui n'est pas non plus... Ça va. Voilà, ça va. Mais comme vous le savez, alors si vous suivez un peu l'information, il y a eu l'ère des brasseries artisanales qui étaient revenues un peu à la mode. Là, ils sont en train de se prendre un peu la deuxième salle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Parce que voilà, il y a des contraintes liées à la géopolitique mondiale, le prix du verre, qui devient super cher. Et donc là, c'est un peu moins rigolo pour ces petites brasseries. Bon, les historiques tiennent un peu, mais les nouvelles créations ne durent pas très longtemps. On espère que ça va changer. Alors, ce qui était intéressant dans les conclusions qu'on a pu faire au colloque, c'est qu'on s'est rendu compte que dans une idée reçue, ça serait l'orge qui prédominerait dans la fabrication de boissons et de bières fermentées. En fait, c'est vraiment pas le cas, parce que c'est l'usage en fait de plusieurs céréales et de fruits qui sont riches en amidon, qui permettent de faire des boissons fermentées dans le monde. Et l'orge n'est vraiment pas la plante exclusive mise en œuvre pour plein de recettes. Donc là, je vous ai remis un schéma avec des régions et les plantes employées. En fait, on voit qu'on peut utiliser plein de matières premières en fait pour faire des boissons fermentées, donc pas forcément riches en alcool. Hein, c'est pas de l'alcool fort, mais là c'est fermenté. Et on peut avoir aussi différents types de brassage connus. Et surtout le moyen en fait de faire fermenter et de transformer les sucres fermenticibles en alcool. Donc là, il y a plein de démarches différentes. Et l'avantage du colloque, c'est que ça a vraiment permis de montrer ça. C'est que le côté européen de la bière, là, il faut vraiment l'oublier.
Alors, Christian Berger, qui était là aussi au colloque, bon, lui, l'avantage, c'est qu'il a du temps. Archéologie et histoire de la bière entre guillemets, à Saverne, juin 2023. Donc, la publication est en préparation, là, c'est en bonne voie. Et Christian Berger, en fait, qui gère un site qui s'appelle Beer Studies et qui est passionné de bière, il s'est penché, en fait, sur ces thématiques et il a repris un peu les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure en recroisant un peu les données sur le sujet bière. Donc forcément, en ce qui concerne l'orge et son usage pour la bière en Europe, l'Europe n'est pas une aire primaire de domestication de ces plantes-là. Donc blé, orge, seigle, pois, fèves sont bien des plantes venues du Proche-Orient et parvenues en Europe avec la migration des peuples ou les emprunts culturels. Donc là, je vous ai mis à la fois les foyers en fait où on peut trouver de l'orge. Donc vous avez la zone A1 et puis vous voyez à droite en fait toutes les zones où il y a de l'orge qui sont soit en fait des zones de domestication première ou secondaire des plantes. Donc on voit bien que voilà l'orge avec le blé, ça vient essentiellement de ces secteurs-là, que ce soit Perse, non pardon, Mésopotamie, croissant fertile. Dans le Japon, on a plutôt du riz, en Égypte, la bière d'orge et de blé, et puis en Europe, par la suite, on aura forcément cette bière d'orge, également avec du blé et du seigle. Mathieu, ouais. Après je couperai cette partie-là, ouais. quand je montrerai le truc, mais le tableau date de quand? Après le colloque? Non, avant le colloque. Parce qu'il est faux. Il y a sûrement des... Non, il est absolument faux, pas surtout, ouais. Sur la partie Asie du Sud-Est. Alors il y a le plantain, non, c'est des bananes, c'est des trucs comme ça, il y en a, mais c'est anecdotique. Ouais. Non, le premier. Ah oui, plantain, taro, igname. Non, mais c'est anecdotique. Oui, c'est ça. Je te dis, en Asie du Sud-Est, c'est plus l'arbre. Donc le tableau là, est complètement faux sur ça. C'est une partie du monde qui est quand même assez grande et très variée. Oui, il a pris des, comment dirais-je, des dominantes qui ne sont pas forcément... Oui. Il a dû mettre des choses à jour. Dans le colloque, il avait montré des choses un peu actualisées, on va dire. Donc on mettra peut-être en parallèle un... Oui, mais on mettra peut-être quelque chose de plus actuel, si tu veux. Pas de problème. Donc voilà, je vous remonte juste un peu les bières actuelles, comment elles sont un peu produites. Donc finalement, dans la bière actuelle et ancienne, le principal ingrédient, en fait, c'est l'eau. Parce qu'on a 90 à 85% d'eau qui joue en fait un rôle pas seulement important pour la boisson, mais aussi pour toutes les préparations. Alors comme vous l'avez vu, il faut laisser tremper les grains, il faut bouillir les grains, après il faut laver les récipients, il faut refroidir la boisson. Donc en fait, l'eau, c'est très important pour produire de la bière. Et outre la source principale d'amidon provenant de l'orge, il y a d'autres ingrédients qui sont mis dans la boisson pour amériser et donner du goût en fait à cette boisson. Donc aujourd'hui, on connaît surtout le houblon, hein, mais à plusieurs périodes, il y a plein de mélanges qui ont été utilisés. À la période médiévale, on a plein de recettes, des gruites, on appelait ça comme ça, qui permettaient en fait de stabiliser la bière, un peu mieux de la conserver. Et bien sûr, il y a également la levure de bière, voilà, qui est aussi très proche de la levure du pain, hein, finalement, qui permettait de transformer ces sucres en alcool. Alors voilà, je passe un peu rapidement sur les différentes étapes du brassage. Mais comme vous le voyez, ce qu'on avait dit, c'est que donc il y a cette phase de récolte qui peut se faire en été. Donc le battage, on nettoie le grain, et donc il y a cette phase en fait qui n'est pas forcément déterminante partout. Hein, ça c'est surtout pour les périodes récentes. Il y a cette germination par trempage. Et après le touraillage en fait pour stopper la germination. Et puis après on va concasser le grain. Alors actuellement, dans les brasseries industrielles, on fait plus qu'au concasser en fait. On fait vraiment de la farine de malt. Mais dans les brasseries artisanales, etc., on concasse, donc on garde quand même certaines enveloppes au grain qui finalement sera utilisée pour filtrer en fait la bière. Donc après, il y a cette phase du brassage où on chauffe vraiment le récipient pas très fort pour pouvoir faire une première cuisson. On rince en fait ce qu'on appelle la mèche. Et puis après, on chauffe vraiment plus fort pour assainir la bière. Donc là, on dépasse les 90. Et on rajoute en fait les substances amérisantes. Et après, la phase un peu complexe, c'est le refroidissement qu'on fait maintenant assez vite, avec des refroidisseurs, mais qui devait poser problème anciennement parce qu'il fallait passer d'une température assez haute à quelque chose d'assez, à peu près à 20 degrés pour qu'en fait les levures prennent à ces températures-là. Donc la bière, en fait, était plutôt
plutôt un goût acide aux périodes anciennes. Et donc, pas oublier que on peut recycler aussi tous ces résidus. Les drèches, en fait, sont consommables par des animaux. Donc là, c'est intéressant parce que ça ne s'arrête pas vraiment. Une fois qu'on a la boisson, on ne va pas jeter juste les restes. On peut encore nourrir les bêtes avec les résidus. Donc là, je vous ai montré justement sur des sites archéologiques ce qu'on peut retrouver. Donc on peut trouver des grains d'orge maltais. Donc là, il y a quand même peu de chance parfois quand on a des contextes que ça a germé, que ça a carbonisé directement après. Donc on a quand même certains secteurs où on a des traces de graines germées maltais. Et après, on peut voir dans certains récipients des indicateurs aussi de la fermentation qui suggèrent qu'on a pu faire des boissons fermentées. Voilà encore une carte de répartition en fait où vous avez à la fois la répartition du pain, Brot en allemand, et bière. Donc on voit que suivant les régions d'Europe, il y a une grosse production en fait, consommation de boissons fermentées type bière en Espagne en fait pour la protohistoire. C'est moins connu en Europe continentale. On a plus des traces de pain. Et on n'a forcément pas trop de vrais plans de brasserie avant l'époque romaine, quoi. On aura vraiment des plans classiques à l'époque médiévale dans les abbayes. Alors là, c'était un peu l'expérimentation qu'on avait faite avec Florent Jaudry, justement, qui n'est pas là. Donc moi, j'ai fait un petit coucou. Et donc là, on avait testé, en fait, d'après un modèle d'un parc archéologique qui s'appelle Balagne. On avait envie d'essayer le processus, en fait, du maltage. Donc en gros, on a récupéré du malt plutôt de l'orge à bière, l'orge brassicole, donc là je crois que c'était de l'orge à 2 rangs, dans une malterie, donc là c'est pas l'orge finie, hein, même si c'est marqué sur le sachet, c'est de l'orge destinée à être maltée, parce que maintenant aussi on essaie de malter, les brasseurs essaient de malter eux-mêmes, ça leur fait aussi une économie et une certaine typicité, ils arrivent à vraiment ce qu'ils veulent. Donc nous, là, on est parti basiquement en faisant tremper le grain, en reprenant un peu les processus qu'ils avaient déjà testés à Malagne. Et donc, un collègue nous a fabriqué des outils d'époque, on va dire, qu'on trouve sur des sites. Et donc, on a laissé tremper les grains, puis on les a laissés germer. Et puis, au bout de quelques jours, vous voyez les petites radicelles qui commencent à pousser. Et donc, on a fait une démonstration lors des journées européennes du patrimoine ou les journées archéologiques des collègues de Dellingen. Donc, je vous incite aussi à visiter le site archéologique de Dellingen qui est pas loin en Alsace-Bossu. On construit en fait ce séchoir. En fait, c'est pas forcément quelque chose directement fait pour malter, mais le plan de ce petit bâtiment, en fait, ils l'ont trouvé sur les sites archéologiques avec des résidus carbonisés. Donc, soit ça a été utilisé pour sécher, soit ça a pu être utilisé pour malter. Donc nous, on s'est dit, on va la tester pour malter. Alors, en fait, il s'avère que ça marche pas trop mal. Alors, on a d'abord essayé de mettre le feu directement dans les 2 conduits souterrains, ce qui n'était pas une très bonne idée, parce qu'en fait, la malterie utilise surtout l'air chaud. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'en mettant le foyer au début, à l'entrée du four ou du séchoir, en fait, on profitait vraiment de l'apport d'air chaud qui permettait vraiment de stopper la germination et de sécher. Parce qu'en fait, il faut imaginer que même au bout de 5 heures, le grain, en fait, on sentait encore l'humidité à l'intérieur. Donc, c'était pas génial. Donc, on s'y est pris à 2 fois. Mais en tout cas, c'est plutôt la deuxième technique qui fonctionne. Et on avait aussi avec nous un brasseur artisanal qui a testé les grains pour faire sa bière. Bon, ça marchait pas trop mal. Donc on est plutôt content de l'expérience. Et donc c'est à renouveler, à retester. Et pour terminer, alors j'aimerais vous présenter juste le petit site ici, qui est assez récent, qui a été présenté par un collègue carpologue italien. Donc là, c'était original parce que il a trouvé des structures qui révéleraient de la brasserie, mais avec des traces de millet. Donc là, c'était assez intéressant pour nous parce que là, c'est un site du centre de l'Italie, de Villa Magna, qui a été occupé à plusieurs reprises. Et surtout au 5e siècle après Jésus-Christ, ça a été réoccupé. Et après les fouilles, on s'est rendu compte que plusieurs structures ont pu servir en fait à produire une bière à base apparemment de millet, mais d'autres fruits également. Donc sur la diapo, vous avez en fait le plan général du secteur concerné.
avec les datations radiocarbone. Donc là, bon, les fourchettes sont un peu larges, 258, 538 après. Mais en tout cas, on a une structure qui pourrait être une aire de germination. Puis par la suite, une aire de séchage, en fait, qui correspondrait un peu à la structure de touraillage, mais sans, en fait, les parois conservées. Donc là, il y a pu y avoir de la récupération de matériaux. Mais en fait, on a pu faire germer le grain dans des dolias, puis après transvaser, en fait, ces grains dans un séchoir pour le faire sécher et malter. Et puis après, bon, apparemment, une autre structure qui aurait permis de faire fermenter ces grains de millet. Alors là, c'est pas du millet commun, c'est bien du millet des oiseaux. Donc, Setaria italica. En plus, c'est raccord avec l'Italie. Bon, c'est Setaria italica. Et les seules comparaisons vraiment de séchoirs qu'ils ont trouvés, bon, à part que ça ressemble quand même étrangement au séchoir qu'on a employé, et pour ces périodes-là, ça serait en Grande-Bretagne. On retrouve en fait ces petits séchoirs. Donc là, c'est un peu une nouveauté. Ça a été publié juste sous forme de poster dans la colloque, mais ils vont sûrement continuer à faire l'étude plus spécifique de cette structure. Alors bon, c'est assez difficile de proposer une conclusion sur les différents usages de l'orge. Comme on vient de le voir, c'est vraiment varié, quoi. Donc, je n'ai pas abordé l'emploi de l'orge vraiment dans l'alimentation des animaux ou période ancienne. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu compliqué. Mais on sait qu'aujourd'hui, environ 85% de l'orge produite est destinée à l'alimentation animale. Bon, là, c'est lié au contexte global. Hein, c'est vraiment différent par rapport à la protohistoire. Mais c'est quand même une part à pas négliger. Donc, les restes d'orge, comme je vous l'avais dit, les drèches, dans l'emploi de la bière, sont très appréciés, par exemple, des vaches. Alors, pour conclure, on peut indiquer qu'en France, la consommation d'orge a commencé à baisser progressivement à partir du Moyen-Âge, et que ce déclin s'est accentué avec l'essor du blé à l'époque moderne. C'est au Moyen-Âge que le blé commence à supplanter l'orge également comme céréale dominante, notamment pour la fabrication du pain. Le pain de blé devient un symbole de statut social privilégié par les élites et les populations urbaines. L'orge reste cependant important dans les régions rurales et pour la bière. À l'époque moderne, c'est la culture du blé qui est favorisée, avec la généralisation de l'agriculture céréalière et l'amélioration des techniques agricoles, l'orge restant utilisée pour la brasserie et l'alimentation animale, mais elle recule comme aliment de base. Par la suite, l'orge ne sera quasiment plus utilisée que dans la production de bière et pour le fourrage, comme je vous l'ai dit. Et je vous remercie.